Voici donc ce nègre Earl Phil Brown. C'est lui qui accueillera Garvey en Jamaïque. Retenez bien le nom de Earl Phil Brown. C'est lui qui accueille Garvey en Jamaïque, aux États-Unis d'Amérique. Earl Phil Brown avait un journal, il était rédacteur en chef d'un journal communautaire. Garvey, en arrivant aux États-Unis, il est impressionné, tout est grand. Tout est grand, il y a une grande communauté noire. Et Earl Phil Brown aura l'idée d'emmener Garvey voir un prêcheur du nom de Billy Sunday qui rassemblait des milliers de nègres qui venaient écouter l'évangile. Billy Sunday était un prédicateur dans les années 10 qui était très populaire aux États-Unis. Il pouvait remplir un stade de 25 000 personnes, de fidèles qui venaient prier. Et Earl Phil Brown organisera un meeting similaire à celui de Billy Sunday. Le prix de tract Garvey. Ce sera un échec parce que Garvey ne réussira pas à faire une belle prestation. Il est habitué à parler en public, mais pas devant un auditoire aussi important. 25 000 personnes, c'est énorme. En Jamaïque, il a 2 000, 3 000 personnes. Mais là, il a 25 000 personnes en face de lui, c'est la catastrophe. Garvey quitte donc New York et se rend dans les États du Sud. Il visitera exactement 38 États sur 50. Cela prendra pratiquement une année. Il visitera principalement les États du Sud. 38 États sur 50 avec sa délégation. Et lorsqu'il visite ces États, il en profite pour sensibiliser les Noirs. Donc, il sensibilise les nègres partout où il passe. En leur parlant de l'Afrique, en leur disant qu'ils sont les descendants d'un grand peuple. Le message parfois passe, le message parfois ne passe pas. Parce que les nègres aliénés, la mayonnaise ne prend pas encore. Mais il fait ce devoir avec sa délégation. Une émeute raciale aura lieu en juin 1917. Émeute durant laquelle 100 nègres perdirent la vie. Aux États-Unis, il existait déjà un mouvement pour l'émancipation de l'homme noir. Ce mouvement s'appelait la NAACP, The National Association for the Advancement of Colored People. Le mouvement de Marcus Garvey s'appelle UNIA, Universal Negro Improvement Association. Aux États-Unis, le mouvement existe depuis 1905. Il a été créé par des nègres et des blancs. La NAACP, c'est National Association for the Advancement of Colored People. Association nationale pour le progrès du peuple de couleur. Vous voyez la différence chez Garvey? Vous avez universel et nègre. À la NAACP, vous avez national et peuple de couleur. Donc la NAACP a des ambitions nationalistes. Cela ne concerne que les nègres des États-Unis, tandis que le mouvement de Marcus Garvey concerne les nègres, tous les nègres de la planète. Ce mouvement est dirigé par un homme du nom de William Edward Bulgard Du Bois, Webb. Et Du Bois signera une pétition lors de cette émeute pour protester contre le racisme. En lisant cette pétition, Garvey dira « It's not time for science, it's time for action ». L'heure n'est pas à la science, l'heure est à l'action. Garvey, qui était parti aux États-Unis uniquement pour récolter les fonds, petit à petit, va s'installer aux États-Unis. Et il achètera un local à Harlem, au cœur même de la communauté noire, puisque Harlem, à l'époque, est la capitale du monde noir en Amérique. Il achètera un local qu'il baptisera The Liberty Hall. Et le discours que vous avez entendu au début de l'exposé a été prononcé au Liberty Hall en 1900. Il s'appuie au départ sur la communauté afro-caribéenne qui se trouve aux États-Unis parce que, à l'époque, il y a un mépris entre afro-caribéens et américains. Les afro-américains se sentent plus policés que les Antillais, comme les Antillais se sentent plus policés que les Africains. Donc l'aliénation
fait que les nègres s'automéprisent eux-mêmes. Parce que le maître leur a appris que ceux qui étaient plus proches de lui étaient supérieurs en civilisation. Et donc, c'est à cette tâche titanesque que Garvey va s'attaquer. Garvey crée un journal qu'il baptise The Negro World, le monde noir. Il avait créé plusieurs journaux auparavant. Mais celui-ci sera édité en plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, il était interdit de détenir le Negro World. Mais la NAACP avait son propre journal qui s'appelait The Crisis et qui était considéré comme la Bible même des Afro-Américains. Dès que The Crisis sortait, les nègres sont pressés pour l'acquérir. On y voyait les nègres policiers en costard-cravate, montrant les nègres qui ont réussi. Mais le Negro World de Marcus Garvey va venir complètement court-circuiter ce journal. Dans le Negro World, on verra pour la première fois apparaître des visages de nègres bantins, des nègres pur jus comme on dit. Dans le Negro World, toute publicité de produits défrisant les cheveux est interdite. Ce journal est un journal qui valorisait les nègres et l'Afrique. Les nègres bantins vont se dire, mais finalement, on peut s'identifier à quelque chose. Celui de la NAACP de Kwasi, c'est un peu comme Ebony aujourd'hui. Ça montre le nègre un peu sophistiqué. Tandis que le Negro World montre un nègre brut. C'est le journal des masses déshérités. Le journal des sans-voix, ceux-mêmes qui sont bannis. Et Garvey, en 1919, crée la Black Star Line, compagnie maritime de l'Étoile noire. Il achète un premier navire dans le but d'initier une économie intercommunautaire. Mais le problème, c'est que aux États-Unis existe déjà un mouvement qui se bat pour l'émancipation de l'homme noir, la NAACP, et dont le leader est le docteur William Edward Burghardt du Bois, W.E.B. du Bois. Voilà, voici donc ici le docteur du Bois. Qui est le docteur du Bois? William Edward Burghardt du Bois. Né en 1868, 3 ans seulement après l'abolition de l'esclavage, le docteur Du Bois sera le plus brillant intellectuel que l'Amérique n'ait jamais connu. Il sera le premier nègre qui ait décroché un doctorat de sociologie à l'université de Harvard. Université aujourd'hui, dont on parle souvent parce que Barack Obama lui-même en est diplômé. Donc, Du Bois est le premier nègre qui décroche un doctorat à la prestigieuse université de Harvard. Et il sera même le premier nègre à être diplômé à l'université de Berlin. Il est issu d'une famille de mulâtres bourgeois. C'est un homme qui a pignon sur rue. De nombreux témoins disent même que si Du Bois avait été blanc, le monde aurait été à ses pieds, tellement qu'il était brillant. Il a écrit un fabuleux ouvrage qui s'appelle The Soul of the Black Folks, en français les âmes du peuple noir, qui est disponible chez Présence Africaine, pour ceux qui veulent l'acquérir. Donc Du Bois explique dans son livre comment les Noirs peuvent sortir de leur mur. Il fait tout un plan. Mais le problème, Garvey conteste les méthodes de Du Bois. Du Bois reconnaît ses origines africaines, il en est fier. Il le témoigne à travers de nombreux ouvrages et de nombreux articles. Mais Du Bois pense qu'il n'est plus nécessaire pour le nègre de retourner en Amérique, ce qui est légitime. En Afrique plutôt, merci. Il trouve qu'il n'est pas nécessaire, le retour peut se faire spirituellement, pas physiquement. Contrairement à Garvey qui pense qu'un peuple qui a été esclavagisé et minoritaire sur un territoire ne peut renverser la tendance. Garvey ne croit pas du tout à l'intégration et eux hostiles. Il est obsédé par ce retour en appel dont il appelle. Mais il faut des moyens. Comment peut-on rapatrier ces millions et millions de nègres?
Rien qu'au Brésil, actuellement, on en a à peu près 90 000. Comment aurait-il pu faire à l'époque? Puisque le Brésil est le deuxième État au monde qui compte la population afro la plus importante après le Niger. Comment lui, Garvey, peut-il rassembler tout ce monde? Du Bois dit oui, nous sommes africains. Nous sommes descendants des Africains. Du Bois revendique ce passé glorieux de l'Afrique. Il parle aussi de Tombouctou, de l'Égypte. Mais Du Bois pense que les nègres sont chez eux aux États-Unis. Ils y ont travaillé. Ils ont contribué à la prospérité des États-Unis et qu'ils doivent y rester. Ce qui est tout à fait légitime. Garvey dit dans Philosophy and Opinion, que l'avenir du nègre hors de l'Afrique s'appelle ruine et désastre. Mais Du Bois est entouré de philanthropes blancs. Il y a des blancs de bonne volonté qui le soutiennent financièrement. Garvey, tandis que Garvey est un homme qui vient des masses. Ce qui oppose Garvey et Du Bois et Garvey mènent le même combat. L'émancipation du peuple noir. Sa libération totale. Même la libération totale de l'Afrique, puisque Du Bois est l'un des pionniers du panafricanisme. Il participera d'ailleurs au congrès de 1900. Le premier congrès panafricain de 1900, initié par Sir Henry Sylvester Williams. Garvey n'y est pas. Il n'est pas présent. Pour la bonne et simple raison, en 1900, Garvey n'avait 13 ans. Tandis que Du Bois a 22 ans. Du Bois est l'un des participants, des organisateurs du congrès de 1900. Puisque, contrairement à beaucoup de gens pensent, le panafricanisme n'est pas né en Afrique, il est né aux Antilles. Plus précisément même en Angleterre. Ce sont des Afro-Caraïbéens qui, après la victoire de l'Éthiopie à Adwa le 1er mars 1896, où l'armée italienne fut écrasée par les troupes de Bénédicte II, que les nègres se disent enfin, nous avons gagné à Haïti, nous venons de gagner en Éthiopie, donc nous devons créer un mouvement de solidarité raciale. C'est comme ça que le panafricanisme. Et Du Bois en est un acteur actif. Et Du Bois se bat pour la libération et l'indépendance des peuples africains. Mais sauf que Du Bois pense que partout où le nègre est, il devrait bâtir sa maison. Ce que Garvey conteste. Garvey dit non, non, non. Haïti est la première république nègre. Haïti est indépendante depuis 1804. Malgré son indépendance, Haïti a été envahi pendant plusieurs années par l'armée américaine. Au Brésil, au XVIIe siècle, il y a un État noir qui se constitue, l'État de Los Palmares, où des nègres s'affranchissent pendant plus de 50 ans. Mais par la suite, cet État sera détruit. Donc Garvey ne croit pas à l'indépendance dans le monde blanc. Il pense que les nègres doivent retourner sur leur terre ancestrale. Garvey réussira à avoir une entrevue avec le docteur Du Bois. Il se rendra au siège de la NAACP, organisation que Du Bois dirige. Garvey, sûr de lui, tentera d'exposer son point de vue devant le docteur Du Bois, qui est de 19 ans son aîné. Du Bois, c'est de 1868, Garvey de 1887. Donc 19 ans d'écart d'âge. Il y a le droit d'aînesse, mais Garvey parle à Du Bois comme à un égal. Donc Du Bois, c'est quelqu'un qui est respecté en Amérique. Personne ne lui tient le tête. Du Bois, vexé par l'attitude et l'arrogance de Garvey, traitera Garvey d'horrible petit nègre au regard intelligent. Du Bois se répliquera, espèce de métis paresseux entretenu par lui. Garvey réplique à Du Bois. Du Bois traite Garvey d'horrible petit nègre au regard intelligent. Garvey réplique à Du Bois, espèce de métis paresseux entretenu par lui. À la base, ce n'est qu'un conflit idéologique. On rentre vers le conflit personnel.
Dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a toujours eu des groupes d'adversité. Depuis toujours dans le mouvement de la lutte des droits civiques ou du panafricanisme. Que ce soit sur le continent, que ce soit dans la diaspora. Du Bois avait contesté Booker T. Washington, pensant que celui-ci ne faisait pas grand-chose pour l'émancipation de la race noire. Il se contentait de leur donner des positions serviles. Garvey contestera Du Bois, qu'il pense que Du Bois ne fait pas assez pour la race noire. Malcolm X contestera Martin Luther King. Nkrumah contestera Houphouët-Boigny. Sékou Touré contestera Senghor. Voyez-vous, c'est une longue tradition d'adversité qui commence dès le début du panafricanisme, qui oppose des leaders nègres qui sont censés lutter pour l'émancipation de leur peuple. Garvey est choqué lorsqu'il arrive au siège de la NAACP, il se dit, je me trompe d'adresse. Lorsqu'il arrive au siège de la NAACP, il ne voit pas de nègres, il ne voit que des blancs ou des métis. Il se dit, une organisation qui est censée défendre le nègre n'a pas de personnel nègre, il y a un problème. Les deux hommes se sépareront après cette entrevue houleuse